Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Janvier 1966, dans le sud-est de l'Espagne, nous sommes à côté du petit village de Palomares, en Andalousie. On n'est pas loin de la ville de Murcie. Dans son champ, un immense, un très vaste champ, un paysan espagnol, il s'appelle Eduardo Navarro. Il a 70 ans, Eduardo, et il cultive la tomate à grande échelle. En cette matinée du lundi 17 janvier 1966, il est là qui contemple son champ. Ah, ce qu'il a sous les yeux, c'est le résultat de toute une vie de labeur. Il sait bien que tout petit déjà, il venait travailler avec son père, avec ses frères dans ce champ, et il a poursuivi l'œuvre de ses aïeux. Et aujourd'hui, il contemple tout ce travail, il contemple cette étendue agricole derrière laquelle se trouve la Méditerranée. Il est 10h20 du matin environ, il s'est autorisé une pause, il a les yeux fixés au ciel parce qu'il y a 2 avions qui sont là tout proches. Bon, il a tendance à pas y faire trop attention, et voilà que d'un seul coup, un rugissement provient du ciel. Alors, il regarde au-dessus de lui, il voit que les 2 avions en question sont littéralement rentrés l'un dans l'autre. Le ciel, qui est d'un bleu parfait, se trouble de fumée. Il y a des flammes qui jaillissent des 2 appareils. Eduardo met la main sur son front pour protéger ses yeux. Ce qu'il voit l'effraie complètement. Non seulement le bruit l'a fait sursauter, mais désormais il constate que des débris d'avions sont en train de retomber un peu partout. Il y en a qui se dirigent vers lui, sur son champ, là au bout duquel se tient sa maison. Eduardo n'est plus dans la force de l'âge, vous l'avez compris, mais il voit déjà cette pluie de métal qui l'entoure, et donc il décide de courir aussi vite qu'il peut vers sa maison. C'est une scène d'apocalypse, on peut dire. Les 2 appareils sont là, qui s'effondrent exactement à l'endroit où il était au moment de l'explosion. Ça fait un bruit épouvantable, avec bien sûr non seulement des flammes et de la fumée, mais un énorme nuage de poussière. Arrivé à la maison, Eduardo constate que les vitres ont partout explosé, la porte a perdu sa poignée. Alors il donne un fort coup d'épaule et il arrive à rentrer quand même chez lui. Dieu merci, la maison n'a pas reçu trop de débris, puis elle était vide parce qu'il se trouve que sa femme était partie à la ville et que ses petits-enfants étaient à l'école. Eduardo n'en revient pas. Il a été quelquefois dans sa vie au cinéma, à Moracar, dans la ville d'à côté. Et il a pu voir des scènes spectaculaires d'explosion, mais quand vous les vivez, c'est plus du tout la même chose. Il ne pensait pas, Eduardo, vivre ça un jour comme ça aux premières loges. Et ce qui vient d'arriver à Palomares, ça pourrait être le scénario d'un film de science-fiction un peu de 2e ordre. Non. C'est bien réel, et ce n'est que la première scène du film. Franck Ferrand sur Radio Classique. 10h22, donc à peine 2 minutes après, Pedro Perales, qui est un jeune garçon de 14 ans qui était dans sa classe à l'école publique de Palomares et qui suivait le cours de physique et de chimie. Bon, on ne peut pas dire que cette matière ait jamais été son fort. Il était en train de regarder par la fenêtre quand il a aperçu ces flammes jaillissant dans le ciel. Tout le monde entend le bruit retentissant. Pedro, lui, a fait plus qu'entendre le bruit parce que, comme il n'écoutait pas trop ce que racontait le prof, il a vu ce qui s'était passé. Il se lève pour mieux voir. Il crie alors à sa classe que 2 avions viennent de se percuter dans le ciel et tous les élèves sont là maintenant debout pour essayer de voir ce qu'il peut bien y avoir là-bas. Il n'y a plus que de la fumée maintenant et puis des débris qui sont en train de tomber dans le fameux champ de tomates. Palomares, j'aurais dû vous la présenter, cette petite ville sans histoire de 1300 habitants. On est vraiment dans cette Espagne rurale, assez pauvre, de 1966, à l'époque du général Franco. L'incident trouble, évidemment, ce qui d'habitude est le calme plat de la petite ville. Tous les habitants, bien sûr, ont entendu le fracas et 10 minutes plus tard, les premiers curieux sont là, sur place. Eduardo Navarro, rappelez-vous, notre cultivateur de tomates, raconte ce qu'il vient de vivre, les frayeurs qu'il a traversées. Les débris sont nombreux un peu partout, mais les principales carcasses des 2 appareils se trouvent assez proches l'une de l'autre, comme ça, en plein milieu de ce fameux champ de tomates. Les quelques habitants qui sont présents
font le tour des carcasses. Ils cherchent à voir si des blessés se trouvent dans les parages et ils vont effectivement trouver un homme blessé qui est pas encore qui est là dans les parages, attaché toujours à son fauteuil. C'est un des pilotes, vêtu d'un uniforme militaire américain. Je cite Flora Lewis. Le gros siège auquel il restait attaché couvrait le corps comme un toit. Manolo, un des habitants présents sur les lieux, le redressa avec précaution et découvrit la façon de dénouer la sangle. L'homme respirait encore, bien qu'il fût grièvement brûlé à la figure et aux mains. Avec d'autres villageois accourus, Manolo le souleva et le transporta à son auto. Le capitaine reprit alors connaissance, il frissonnait comme sous l'effet d'un froid polaire. On va emmener le blessé à la clinique qui se trouve pas très loin. Sur les lieux de l'accident, les habitants sont rejoints par la police. Ils observent ces carcasses et ils déduisent qu'il s'agit donc bien de 2 avions militaires américains. Il n'y avait pas grand monde à bord, d'où le peu de blessés ou de corps retrouvés. Sur les 11 militaires qui étaient à bord des 2 appareils, il y en a 4 qui survivront à l'accident. Mais ce qui intrigue pour le moment les personnes qui se trouvent dans le champ de tomates, c'est une espèce de cylindre qui s'est abattu sur la Terre et qui a provoqué un épais cratère. Il est de forme, cet objet est de forme cylindrique qui ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est même une forme assez intrigante. Alors, on voit quelqu'un qui commence à déblayer peu à peu la Terre pour tenter de sortir cette espèce de pièce métallique. Et la police arrive à ce moment-là et interdit à quiconque de toucher ces débris. Les policiers, d'ailleurs, demandent aux habitants de partir. Et ce sont les secours, maintenant, qui vont œuvrer. On a cherché les blessés, on a ramassé les morts, etc. 2 heures environ après ce crash, il est donc maintenant 12h30, les troupes américaines, qui se trouvaient stationnées pas loin, arrivent sur les lieux et investissent la ville. Des troupes qui n'ont pas mis longtemps, ils ont 2 heures de route pour arriver sur place. Les Américains prennent possession du champ de tomates, empêchent quiconque de s'approcher près du lieu du crash. C'est une affaire visiblement très sérieuse pour l'armée américaine. 2 des avions se sont encastrés. Ça, c'est déjà en soi un accident très grave, mais visiblement, il y a pire que cela, puisque, et on va l'apprendre, un des 2 avions était porteur de 4 bombes nucléaires de type H, chacune 10 fois plus puissante que les fameuses bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki 20 ans plus tôt. Si le cran de sécurité des bombes H n'avait pas fonctionné, on peut dire que c'est tout le sud-est de l'Espagne qu'il aurait fallu rayer de la carte. Et on ne parle pas de tous les autres dommages collatéraux. Pour le moment, les Américains, évidemment, ne divulguent pas la présence de ces bombes nucléaires. Il n'est pas question de raconter ça à la presse. Il ne faudrait pas que les Espagnols soient pris de panique. Mais le pire dans cette histoire, c'est que parmi les 4 bombes nucléaires que comptait l'un des appareils, on n'en a retrouvé que 3. Ce qui veut dire que pour le moment, il y a une bombe nucléaire qui est déclarée perdue. En pleine guerre froide, on ne peut pas dire que ce soit une très bonne nouvelle, voyez. Ce que les Américains, à ce moment-là, ignorent encore, c'est que pour retrouver cette bombe perdue, il va maintenant falloir fouiller toute la région. Vous écoutez Radio Classique. Alors, vous vous demandez comme moi ce que faisait un avion au-dessus de l'Espagne avec un tel chargement. Pour essayer de comprendre la présence de 4 bombes nucléaires à bord d'un avion au-dessus de l'Espagne, notre documentaliste, auteur, notre chercheur d'aujourd'hui, Jean-Baptiste Galen, est allé se plonger dans les dossiers anciennement classés secrets de l'armée américaine. Et parmi toutes ces archives se trouve un dossier qui s'intitule « Opération Chrome Dome ». C'est un plan qui date de 1960, donc 6 ans avant l'accident, et qui avait été mis en place par l'état-major américain. Il s'agissait, dans le contexte de la guerre froide, de faire en sorte qu'à tout moment, son armée puisse larguer une bombe H sur l'Union soviétique en cas d'attaque ou de contre-attaque. On est vraiment dans cette espèce de riposte graduée, ou plus exactement à l'époque de dissuasion totale. Or, l'opération Chrome Dome consistait à faire voler en permanence des avions qui donc avaient à leur bord 2 bombes H, voire
4 bombes H, prêtes toujours à attaquer l'Union soviétique. Et les vols sont programmés de façon à ce que 12 bombardiers soient constamment en vol, avec des missions de 20 à 23 heures au-dessus du cercle arctique et de la mer Méditerranée. Le but étant de ne jamais être trop éloigné de l'ennemi. Et l'avion en question qui survolait la côte espagnole se rendait au-dessus de l'Italie pour aller ensuite du côté des côtes yougoslaves. C'est ça qui était prévu. Ce qui est terrible dans l'affaire qui nous intéresse, c'est que l'un des puissants Boeing B-52 a percuté l'avion qui était venu le ravitailler en kérosène au-dessus de la côte espagnole. C'est au cours de cette manœuvre qu'a eu lieu l'accident. Et subitement, le Boeing s'est dressé dans les airs. Il a percuté donc l'avion ravitailleur par le bas. Tout ça a eu lieu donc au-dessus de Palomares pendant qu'Eduardo était en train de regarder ses plants de tomates, quelques kilomètres plus bas. Eduardo a pris ses jambes à son cou pour éviter d'être écrasé sous les décombres qui pleuvait littéralement du ciel. Les bombes avaient chacune son parachute. 3 des parachutes ne se sont pas ouverts et c'est la raison pour laquelle les 3 bombes se trouvaient parmi les débris des appareils, avec un cran de sûreté quand même, qui a miraculeusement résisté au choc et évité qu'il y ait la moindre explosion. Mais pour la dernière bombe, le parachute s'est ouvert et le vent a fait le reste et la bombe est allée se promener dans la nature pour une destination inconnue. Le soir du 17 janvier 1968, c'est déjà plusieurs centaines de militaires qui sont partout en train d'organiser des battues. On a formé des lignes, on avance dans les champs. Inutile de vous dire que les tomates d'Eduardo vont pas sortir très fraîches de cette affaire. Mais c'est pas le pire, ça. Tout le champ est retourné par la suite. On ne trouve toujours aucune trace de bombe H. Un camp américain est installé sur place dans les jours suivants. On va compter 3500 soldats qui sont là pour chercher. On leur demande d'être très respectueux envers les habitants qui doivent être effrayés de voir autant d'hommes et de véhicules militaires envahir cette petite ville. Et on se doute bien maintenant dans la population qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave pour un tel déploiement de force. Un jour passe, et puis 2, et puis 3, et puis une semaine, et puis 2 semaines passent et on ne trouve toujours pas la bombe nucléaire. Et plus le temps passe, plus il devient évident que cette bombe a dû tomber en mer. Alors là, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors l'armée américaine va affréter 40 navires et 4 mini-sous-marins pour aller scruter partout, sonder le fond des mers. Et puis, il faut maintenant annoncer à la population, par l'intermédiaire de la presse locale, que la situation est quand même plus dangereuse que ce qu'on aurait pu penser. Inutile de vous dire que quand le gouvernement de Franco a appris que l'armée américaine cherchait une bombe nucléaire perdue dans le pays, on a un peu froncé les sourcils à Madrid. Et quant aux habitants, n'en parlons pas. Miraculeusement, personne n'a été blessé dans l'accident. Mais à l'idée que la bombe se trouve maintenant dans la mer, plus personne ne va oser se baigner. Alors, l'ambassadeur américain est là pour éviter toute crise. Il invite la presse, il montre qu'il n'y a aucun risque et d'ailleurs lui-même va se baigner ce jeudi 17 février 1966. Donc tout le monde s'est déplacé pour voir l'ambassadeur en maillot de bain sur la plage de la côte andalouse. On voit encore aujourd'hui des vidéos, l'ambassadeur a un grand sourire et le voilà qui plonge la tête dans l'eau à plusieurs reprises, sauf que ça ne suffit pas, les habitants sont toujours inquiets. Au début du mois de mars 66, ça fait maintenant des dizaines de jours, ça fait 70 jours que la bombe est recherchée, qu'on retourne toute la ville, qu'on retourne toute la région. Il n'y a plus qu'un seul mot sur les lèvres de tous ces Espagnols, radioactividad. On ne parle évidemment que de cela. Où se trouve la bombe nucléaire perdue ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Maintenant, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont arrivés. Après les militaires, les ingénieurs ont un peu pris le relais. L'un n'empêche pas l'autre, me direz-vous. Et à la fin du mois de mars, voilà qu'un cachalot vient s'échouer sur la plage de Palomares. Alors là, il y a toutes les rumeurs possibles et imaginables. Vous avez les habitants qui pensent que le cachalot aurait mangé la bombe et qui donc serait très dangereux. Bon, il y a des gens plus raisonnables qui pensent plutôt que le cachalot en question est mort à cause de la radioactividad. Dans tous les cas, ce serait la preuve qu'on n'a plus du tout intérêt à se baigner dans cette mer Méditerranée. Une autopsie a lieu en public et on découvre que les causes de la mort du cachalot n'ont rien à voir avec tout ça. Elles sont parfaitement naturelles. Mais ça ne suffit pas à rassurer les gens. Et entre-temps,
les scientifiques se sont aperçus que 2 des bombes nucléaires qui étaient tombées dans le champ, là, et qui heureusement n'avaient pas explosé du fait du cran de sécurité, ont été fissurés et que du plutonium s'est échappé dans le champ de tomates. Vous imaginez, panique à bord. Les Américains promettent de s'occuper du problème et ils arrivent avec d'énormes tractopelles. On ramasse des tombereaux de terre qu'on envoie en Caroline du Sud pour être enfouis. Ce sont des déchets nucléaires, et oui. Et on va réaliser des tests un peu partout dans les environs pour essayer de traiter les zones concernées. Heureusement, il n'y avait pas tellement de vent ce jour-là et donc il semblerait qu'il n'y ait pas eu trop de pollution radioactive. Au 85e jour de recherche, on est à la toute fin du mois de mars 66, là. Voilà qu'un pêcheur du village voisin, il s'appelle Francisco Simo, il raconte qu'il était en mer sur son navire au moment de l'accident. Il était à peu près à 8 km de la côte quand un parachute est tombé à 70 mètres de son navire, du côté de la terre. Francisco a même été obligé de déplacer son bateau pour aller au secours de ce parachute. Mais quand il s'est approché, il n'a plus rien vu. Alors, oui, évidemment, tout ça avait coulé sous l'eau. Il a mentionné le fait à la police locale, sauf que ça paraît incroyable, mais la police en question n'a pas jugé bon de faire remonter l'information. Alors, Francisco a décidé d'aller lui-même voir les Américains, de dire exactement ce qu'il avait vu et d'essayer d'emmener les gens à l'endroit même où avait eu lieu cet extraordinaire épisode. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà que le 2 avril 1966, donc dans son petit navire de pêche, Francisco conduit plusieurs navires de guerre américains au point exact qu'il leur indique, un endroit tout à fait, d'ailleurs, en dehors de la zone de recherche que les Américains s'étaient fixée. Une fois arrivé sur place, on met à l'eau un sous-marin qui doit qui doit sonder à 2000 mètres de profondeur, et les images qu'envoie ce sous-marin confirme que la bombe est bien là. On voit parfaitement le cylindre sur les images. Elle est là, tranquillement, au fond de l'océan. Il va falloir 3 jours aux Américains pour arriver à remonter la dernière des 4 bombes H tombées par accident. La bombe est intacte, il n'y a eu aucune fuite et donc il n'y a pas eu de pollution marine. Francisco, celui qui avait identifié l'endroit, va devenir une espèce de héros local. D'ailleurs, on va le surnommer Paco el de la Bomba, l'homme de la bombe. Franco promettra de lui offrir un nouveau bateau. D'ailleurs, jamais ce ne sera fait. Le gouvernement espagnol a laissé tomber Francisco. Et les Américains vont tout de même l'inviter aux États-Unis et le décorer à Washington. Ça faisait 89 jours que l'accident avait eu lieu. Et donc, 89 jours qu'on cherchait en vain. Tout de même, cette affaire avait coûté la vie à 7 militaires, tous ceux qui se trouvaient donc dans l'appareil. Et sur un plan sanitaire, aujourd'hui encore, à Palomares, un certain nombre de terres sont considérées comme non exploitables. Il y a des agriculteurs qui ont été expropriés. D'ailleurs, personne ne les a jamais véritablement indemnisés. 2 ans plus tard, le fameux programme, ce programme Chrome Dome, va prendre fin parce qu'il y aura un autre accident qui interviendra au Groenland, cette fois au début de l'année 68. Les Danois se sont montrés nettement moins conciliants que les Espagnols et les Américains ont décidé, à partir de 1968, d'arrêter de transporter leurs bombes nucléaires au-dessus des pays alliés. Je pense que c'est une bonne décision. Vous écoutez Radio Classique.